La parole est à Monsieur François Cornu-Gentille. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues. Voici maintenant des années qu'inexorablement, mandature après mandature, notre Assemblée devient l'ombre d'elle-même. Il serait certes faux de dire que rien n'a été entrepris pour y remédier. Bien au contraire, depuis Philippe Séguin jusqu'à Claude Barthelone, chaque président a vainement tenté d'inverser, ou de moins, de ralentir le cours des choses. Pourtant, en dépit de multiples innovations animées des meilleures intentions, il nous faut bien reconnaître un malaise de plus en plus profond. De ce point de vue, notre dernière session marque sans doute le franchissement d'un nouveau seuil. 3 faits me paraissent significatifs. Le dernier recours à l'article 49.3 pour la loi Macron, qui ne vient plus mettre fin à un débat tumultueux, mais interdire tout débat. Sur la loi renseignement, la saisine inédite du Conseil constitutionnel par l'exécutif lui-même. Enfin, l'épisode des frondeurs, que l'on a tort de regarder essentiellement comme un débat interne au Parti socialiste. En effet, au-delà de la ligne politique, c'est bien davantage la question institutionnelle et du rôle du député qui se trouve posée. Au fond, personne ne juge la situation satisfaisante, mais personne n'ose le dire clairement, de peur d'aggraver encore les choses. Alors qu'il nous faudrait prendre du recul afin d'analyser l'origine de cet affaiblissement parlementaire, nous nous réfugions obstinément dans une suractivité législative toujours plus aveugle et toujours plus routinière. Loin de nous ouvrir les yeux, les déconvenus qui s'accumulent sont vite éblouis. Inlassablement et mécaniquement, nous répétons le rituel législatif en refusant de voir que les Français se montrent de moins en moins concernés et même de plus en plus hostiles. En fait, ils ne savent plus à quoi sert le Parlement, mais le savons-nous nous-mêmes. C'est dans ce contexte d'un irrésistible déclin parlementaire, annonçant à terme une crise majeure, qu'il faut resituer le débat d'aujourd'hui. Une nouvelle fois, nous allons adopter la loi de règlement dans l'indifférence générale. Désintérêt des parlementaires qui considèrent ce texte comme technique et sans enjeu, désintérêt de la presse et de l'opinion qui en ignorent même l'existence. Incroyable désinvolture lorsque l'on sait que la loi de règlement reflète la réalité du budget exécuté. En effet, le budget exécuté est toujours assez éloigné de celui qui a été voté en loi de finances initiale. Cela signifie en fait que la majorité ne souhaite pas vérifier que le gouvernement a bien mis en œuvre les choix pourtant solennellement annoncés lors du débat budgétaire. Et tout aussi curieusement, l'opposition ne semble attacher aucune valeur au fait de savoir si le gouvernement respecte ou pas les engagements qu'il a pris. Alors se pose une question. Ce refus de voir les réalités n'est-il pas très éclairant sur nos dysfonctionnements ? Toujours négligée alors qu'elle pourrait servir de base à un débat extrêmement utile, la loi de règlement doit être l'occasion de réfléchir à notre pratique parlementaire actuelle. Aussi, je vous propose d'examiner rapidement les différentes explications données à ce malaise parlementaire que chacun ressent depuis des années. Jusqu'à présent, 2 types d'approches ont retenu l'attention. La première tente à minimiser l'ampleur de la crise et considère que le Parlement souffre essentiellement d'un problème d'image. La seconde découle d'une analyse institutionnelle et fait du Parlement la victime d'un exécutif trop puissant. Pour ma part, je voudrais défendre une troisième approche. Je crois plutôt que le Parlement se décrédibilise lui-même dans une suractivité législative qui souligne désormais son impuissance. Il ne tient cependant qu'à lui de retrouver un rôle valorisant et utile en se concentrant sur une nouvelle manière de remplir sa mission de contrôle et d'interpellation. La rénovation du Parlement est une tâche à laquelle se sont systématiquement attelés tous les présidents de notre Assemblée depuis une vingtaine d'années. Leurs efforts ont porté dans 3 directions. Mieux organiser le travail parlementaire, faire connaître le travail parlementaire, enfin, améliorer l'image des parlementaires. Pour ce qui est de l'organisation du travail, on rappellera les principales initiatives que sont l'instauration de la session unique,
la création de nouvelles commissions et la mise en place du temps programmé. Pour la meilleure communication de l'activité parlementaire, on notera essentiellement la création de la chaîne parlementaire, la retransmission du travail en commission et l'élaboration de statistiques sur l'activité des parlementaires. Enfin, on espère une amélioration de l'image des parlementaires, de mesures aussi diverses que le non-cumul des mandats, la baisse et l'encadrement de l'IRFM, la publicité donnée à la réserve parlementaire, la création du déontologue ou la présence obligatoire en commission le mercredi matin. Ajoutons que beaucoup jugent que l'Assemblée nationale souffre encore de ne pas être suffisamment représentative. À gauche, on insiste sur la trop lente progression de la diversité et de la féminisation. À droite, sur le poids jugé excessif de la fonction publique. On peut discuter à l'infini de la pertinence de ces axes de progrès. Il y a certainement eu des réussites comme des mesures à l'impact discutable. Cependant, une évidence s'impose. Toutes ces innovations, aussi fondées soient-elles, n'ont pas permis d'améliorer l'image du Parlement. Pire, elles semblent avoir accompagné la dégradation de notre image. Il faut enfin distinguer quelques initiatives qui indiquent un début de prise de conscience de notre inefficacité croissante. Ce souci de sortir nos débats des intentions et de porter une attention nouvelle à l'efficacité réelle des politiques publiques est à l'œuvre dans le développement des missions d'évaluation et de contrôle, dans la création du CEC ou l'obligation des études d'impact pour tous les projets de loi. Il ne semble en effet plus possible de continuer à voter des textes et des budgets sans nous soucier de leur impact réel. Pourtant, ces dispositions n'ont pas atteint leur but. En effet, restées à la marge d'une activité législative toujours proliférante, elles n'ont pas pu parvenir à modifier en profondeur notre façon de travailler. Ces semi-échecs viennent confirmer celui de la réforme budgétaire initiée en 2001 avec la LOLF. Près de 15 ans plus tard, il faut bien constater un bilan extrêmement décevant. Les députés ne se sont pas emparés des outils mis à leur disposition. Quant à l'exécutif, Monsieur le ministre, il a laissé aux administrations le soin de définir leurs missions et d'évaluer leurs propres performances. Dès lors, la réforme de l'État se borne à n'être qu'un slogan ou, au mieux, une recherche d'économie. Dans ce contexte où la rénovation de l'Assemblée ne s'est que très partiellement portée sur les problèmes de fond de la pratique parlementaire, les résultats, comme on le voit depuis 20 ans, sont forcément décourageants. Il est alors tentant de chercher d'autres causes, par conséquent d'autres remèdes à nos difficultés. La piste institutionnelle est privilégiée par de nombreux acteurs et observateurs de la vie politique. Le malaise actuel trouverait donc sa source dans les institutions de la Ve République. Par le pouvoir jugé excessif qu'elles accordent à l'exécutif et en particulier au président de la République, elles enfermeraient le Parlement dans un rôle secondaire. Certes, ce trop fort déséquilibre est peut-être un facteur de stabilité, mais il finit par engendrer de graves effets pervers. Le résultat est une sorte de stérilisation de notre vie politique en empêchant le Parlement d'exprimer des débats utiles. On connaît cette critique qui remonte à l'origine de notre Constitution. Il faut cependant surtout souligner qu'elle s'était considérablement atténuée au fil du temps, le parcours personnel de François Mitterrand reflétant parfaitement cette évolution. Pourtant, voici une vingtaine d'années qu'elle revient en force, notamment chez les promoteurs de la Sixième République, pour libérer un Parlement infantilisé, selon lui, par le président de la République. Arnaud Montebourg va jusqu'à revenir sur l'élection du président au suffrage universel. Autre fait nouveau, ces critiques traditionnellement portées par la gauche sont désormais reprises, sans aller aussi loin, par une partie de la droite. C'est en effet cette recherche d'un rééquilibrage en faveur du Parlement qui est la marque de la révision constitutionnelle de 2008, avec la limitation du recours à l'article 49.3. Les frondeurs, quant à eux, appellent de leur vœu une nouvelle pratique parlementaire. Pour Laurent Baumel, la suppression du 49.3 et du droit de dissolution en constituent les préalables incontournables. Toutes ces démarches reposent sur une lecture de la Constitution qui est aujourd'hui presque unanimement acceptée, celle d'un Parlement écrasé par le pouvoir exécutif. Inlassablement répétée, l'affirmation est-elle encore juste pour autant ?
C'est assurément vrai sous la République gaullienne et sans doute jusqu'au mandat de François Mitterrand. Mais sommes-nous encore dans cette continuité historique ? N'y a-t-il pas eu rupture ? Au-delà du texte constitutionnel, l'exécutif est-il aujourd'hui, dans la pratique, aussi puissant qu'on le dit ? Notre vision n'est-elle pas déformée par la réalité du pouvoir jusqu'aux années 80, que nous continuons à projeter sur une situation aujourd'hui extrêmement différente ? S'il est vrai que le Parlement reste extrêmement faible, la cause en réside-t-elle toujours dans un excès de pouvoir de l'exécutif, comme au début de la Ve République ? Depuis les années 90 et les mandats de Jacques Chirac, ne faut-il pas, au contraire, souligner une faiblesse inédite de l'exécutif qui ne s'est accompagnée d'aucune revalorisation parallèle du Parlement ? Dans ce nouveau contexte, réduire les prérogatives de l'exécutif, est-ce aussi nécessairement qu'on le croit, réhabiliter le Parlement ? En fait, les tenants d'une nouvelle donne institutionnelle me paraissent conditionnés par une lecture trop historique des institutions, une lecture pertinente jusque dans les années 80, mais qui méconnaît les profondes évolutions qui sont intervenues depuis. Au terme de celle-ci, si nous sommes toujours formellement en Ve République, l'exécutif n'est plus du tout en pratique dans la position dominante voulue par les promoteurs de la Constitution. Pour le comprendre, il importe de préciser les causes de cet affaiblissement sans précédent. Elles sont au nombre de 3. Alors que le monde a radicalement changé au cours des 30 dernières années, nous avons pour l'essentiel conservé nos outils et nos modes d'action publique hérités d'un autre temps, et donc conçus pour traiter d'autres problèmes. Quelques exemples ? Pôle emploi est-il l'outil adapté aux chômeurs d'aujourd'hui ? Nos forces de sécurité sont-elles formées et organisées pour répondre aux nouvelles formes de délinquance ? Ou encore, notre porte-avions est-il l'instrument pertinent pour les conflits du XXIe siècle ? La première faiblesse de l'exécutif, c'est de ne plus disposer des outils adéquats pour une action publique efficace. La seconde faiblesse tient à l'évolution du débat public. Jusqu'aux années Mitterrand, l'accès aux médias et la force de frappe qui en résulte sont réservés à l'État et à quelques grandes organisations. Or, depuis quelques années, avec l'explosion des médias et d'Internet, ce sont toutes les composantes de la société qui ont soudain accès à cette médiatisation. Toute structure, un collectif, une organisation, un groupe de pression ou même une personnalité peut s'organiser en marque et exercer, selon son réseau ou son habileté, une influence plus ou moins forte. Désormais, l'exécutif ne parle plus d'un lieu privilégié et se trouve en concurrence avec tous ces nouveaux intervenants. Enfin, troisième faiblesse, l'exécutif est maintenant lui-même divisé en marques. Alors que sa vocation est de conduire une politique, il ne sait plus parler d'une voix. Chaque structure de l'État semble désormais poursuivre son propre but, en compétition avec d'autres structures étatiques. Ainsi, par exemple, pour s'affirmer, le ministère de l'Environnement doit impérativement entrer en conflit avec l'industrie ou l'agriculture. Ces 3 tournants des années 90 modifient complètement la donne institutionnelle. On comprend en effet que, telle qu'elle prospère depuis des années, notre suractivité législative renforce les marques ou les lobbies au détriment de l'action publique d'intérêt général. Ainsi, plus nous légiférons, plus nous consolidons des intérêts catégoriels. Dans cette situation, la question traditionnelle du rééquilibrage des pouvoirs n'a plus grand sens. Car peu importe, en vérité, que les avancées des corporatistes soient portées par l'exécutif ou par le législatif. La question n'est plus de renforcer le législatif, mais de casser cette mécanique hors de contrôle qui affaiblit globalement tous les pouvoirs, législatifs comme exécutifs. Car si l'affaiblissement du pouvoir n'est pas un drame en soi, les conséquences qui en découlent sont-elles inquiétantes. Depuis 20 ans, sous la pression des lobbies, notre ardeur législative n'a eu d'autre effet que d'accentuer l'impuissance publique et le mépris de nos concitoyens. Par ce processus vicieux, la loi du plus fort, médiatiquement, est en train de devenir insidieusement la loi officielle. Telle est la véritable cause des tensions sociales que nous voyons partout progresser. Colère des marques qui en veulent toujours plus,
colère également de tous ceux qui se sentent oubliés. On le voit, la piste de la rénovation institutionnelle est séduisante, mais reste très théorique et coupée de l'exercice du pouvoir. Le malaise parlementaire croissant n'est pas plus dû à un déséquilibre institutionnel qu'à un problème d'image. C'est un problème de fond, pas abstrait, mais extrêmement pratique. La question peut se formuler, au fond, assez simplement. À quoi peut donc servir le Parlement dans le contexte d'impuissance publique que nous venons de décrire? Car il est certain qu'un Parlement éventuellement renforcé par rapport à l'exécutif ne serait pas davantage capable que ce dernier de résister aux corporatismes qui ont envahi tout l'espace public. Et c'est ici, mes chers collègues, que nous retrouvons cette loi de règlement et la fonction de contrôle dont nous disposons et que nous exerçons si mal et si peu. Quel paradoxe! L'essentiel de l'activité de notre Assemblée est organisé pour et autour de la production législative, alors que c'est elle qui, année après année, nous décrédibilise. À l'inverse, la place accordée au contrôle demeure extrêmement marginale, en dépit de quelques efforts ponctuels, alors que c'est lui qui peut permettre à l'Assemblée de retrouver un rôle valorisant. Mais il est important de préciser la nature du contrôle à exercer. Il ne s'agit pas d'un contrôle technique ou financier. L'Assemblée n'a pas à doublonner les différents corps d'inspection ou la Cour des comptes. Il ne s'agit pas plus d'un contrôle politique. Trop souvent, le contrôle est en effet utilisé par l'opposition comme un moyen de mettre en difficulté le gouvernement. Le contrôle doit se situer à un autre niveau, celui de l'action publique. Au fond, il s'agit de procéder à l'examen des missions de l'État, examen d'ailleurs prévu initialement par la LOLF, mais jamais réellement effectué. Vérifier que les objectifs de l'action publique sont clairs et le mode d'action adapté. L'administration ne peut pas faire ce travail sur elle-même. Quant à l'exécutif et aux ministres, ils sont les plus mal placés pour entreprendre cette tâche. Imagine-t-on un ministre du Travail s'interrogeant sur la pertinence de Pôle emploi, un ministre de l'Intérieur s'étonnant de l'organisation archaïque et corporatiste de nos forces de sécurité, un ministre de la Santé faisant part de sa perplexité face à l'organisation des urgences. Mais l'on peut également poser des questions sur les fédérations sportives ou les ordres professionnels. Toutes ces questions ne sont jamais formulées au niveau politique. Elles sont abordées sous un angle soi-disant technique qui masque en réalité des intérêts particuliers. Il appartient aux députés d'ouvrir ces débats en réintroduisant des enjeux d'intérêt général. C'est en tant que parlementaires que nous devons le faire, car nous sommes d'abord des parlementaires avant d'être membres de la majorité ou de l'opposition. L'important n'est plus de soutenir ou de critiquer le gouvernement, mais de dire simplement les choses. En se livrant à ce travail de contrôle de l'action publique, lors de la loi de règlement ou à toute autre occasion, les députés pourront enclencher un processus inédit. 3 effets bénéfiques sont attendus. En posant des questions que les gouvernements et les corporatismes évitent soigneusement, les députés font écho à l'inquiétude des Français. Depuis 20 ans, en effet, le discours lénifiant de l'exécutif sur le retour de la croissance, alors que l'impuissance publique devient évidente, décrédibilise chaque jour la parole publique. En indiquant tous les dysfonctionnements, le député acquiert une nouvelle valeur. Il cesse d'être vu comme un représentant de partis aujourd'hui discrédités pour redevenir un représentant du peuple. Pour utiliser la langue d'aujourd'hui, on dira un lanceur d'alerte. Nul besoin alors d'amendements démagogiques pour retenir l'attention, nul besoin aussi de fausses proximités. Les députés sont à nouveau écoutés, tout simplement parce que leurs questions audacieuses recoupent les préoccupations des Français. Deuxième effet bénéfique, face à ces questions d'intérêt général, les marques ou lobbies qui monopolisent le débat politique depuis des années se trouvent dévoilés et déstabilisés. La transparence doit être demandée à ces lobbies. D'où le troisième effet bénéfique. Les gouvernements, jusqu'à présent pris en otage par la pression continuelle des lobbies tout-puissants, on appelle cela aujourd'hui l'actualité, se trouvent à nouveau encouragés
à engager de véritables changements. Ils sont incités à concevoir, enfin, l'action publique efficace adaptée à notre époque. Ils le peuvent parce que les questions parlementaires desserrent la pression des lobbies et suscitent une attente sur laquelle il est possible de s'appuyer. Le contrôle n'est pas une nouvelle façon d'alimenter le processus législatif. C'est un moyen pour sortir de l'immobilisme actuel en ouvrant des débats aujourd'hui impossibles. On sort du traditionnel débat institutionnel aujourd'hui dépassé. Il ne s'agit plus de renforcer le législatif au détriment de l'exécutif ou l'inverse. En se saisissant pleinement de son pouvoir de contrôle, le Parlement retrouve un rôle majeur. Il redevient crédible dans l'opinion tout en aidant le gouvernement à s'engager dans une nécessaire reconstruction de l'action publique. Aussi, sa force retrouvée n'est pas une menace, mais un soutien pour l'exécutif. Dans cet esprit, il serait insuffisant de se contenter de renforcer notre fonction de contrôle, comme tout le monde le demande désormais. Il faut en effet aller beaucoup plus loin. C'est autour de cette mission de contrôle, et non plus autour de la mission législative, que nous devons imaginer et bâtir le Parlement de demain. Mes chers collègues, comme les frondeurs, nous ne supportons plus le rôle ingrat de godillots auquel nous sommes réduits. Il y a des godillots de la majorité, mais il y a aussi des godillots de l'opposition. Un rôle qui n'est valorisant que lorsque l'exécutif procède à d'ambitieuses réformes, ce qui ne s'est pas vu depuis longtemps. Un rôle très émullant dans le train-train quotidien. Mais à la différence des frondeurs, je ne crois pas que nous valorisons notre rôle par des initiatives législatives. Au contraire, nous risquons d'ajouter encore de la confusion à la confusion. Mes chers collègues, il est pénible de le reconnaître. Le Parlement est davantage victime de sa propre routine que du déséquilibre institutionnel entre le législatif et l'exécutif. Mais le Parlement peut s'éveiller demain. Il le peut sans demander l'autorisation à personne. Il n'a pas à quémander de nouveaux droits auprès de l'exécutif, il lui suffit de le vouloir. Pour cela, il n'a qu'à se saisir pleinement de sa mission de contrôle qu'il dédaigne aujourd'hui. C'est par ce nouvel exercice du pouvoir que le Parlement retrouve un rôle positif et redonne des marges de manœuvre à un exécutif aujourd'hui tétanisé. Le voulons-nous? Le voulez-vous, mes chers collègues? Tel est le sens de cette motion de renvoi en commission. Je ne vous propose pas de vous prononcer sur l'action du gouvernement. En votant contre, vous signifiez que vous vous accommodez de cette pratique parlementaire actuelle. En votant pour, vous indiquerez qu'il est urgent de changer cette pratique défaillante en mettant au cœur de notre travail notre fonction de contrôle. Merci, Monsieur Cornu-Gentille.